Avez-vous déjà connu ce moment étrange où le chant des oiseaux vous tire doucement du sommeil, où la lumière pâle du soleil filtre à travers la toile d'une tente, et où, avant même d'ouvrir complètement les yeux, votre premier réflexe est de vous dire « Bon sang, cet ours était bruyant cette nuit ». Eh bien pour moi, Ryan, 27 ans, garde forestier, ce genre de matin n'a rien d'exceptionnel. C'est même une banalité, une routine que je pourrais appeler un mardi ordinaire. J'habite à la lisière d'un parc national, là où la nature est si dense, si farouche, qu'il faut un permis spécial pour aller plus loin. Un univers de montagnes massives qui vous écrasent de leur majesté, de pistes poussiéreuses où chaque pas résonne comme un souvenir ancien, et de pins gigantesques qui s'élancent vers le ciel au point de cacher les antennes des hommes. L'air y est si pur qu'on a parfois l'impression de le boire plutôt que de le respirer. Ma maison, une simple cabane en rondin, une seule pièce. Pas de télévision, pas d'internet. Juste moi, mon équipement et une vue qui ferait pleurer d'envie n'importe quel citadin enfermé dans une salle de sport climatisée. On me dit souvent que je suis un accro à l'adrénaline, et à vrai dire, c'est probablement vrai. J'ai toujours été ainsi. Dormir au milieu des ours ? Déjà fait. Passer une nuit suspendue dans un hamac pendant un orage violent ? 2 fois. Survivre 5 matins d'affilée en me nourrissant uniquement de bœuf séché ? J'ai testé et je suis encore là pour en rire. Le propriétaire de l'épicerie locale me prend pour un fou, mais il continue quand même de commander mon parfum préféré de jerky, le teriyaki. La vérité, c'est que je vis ici parce que cet endroit est le seul où je me sens pleinement moi. Le silence des sous-bois, la respiration des arbres, le souffle du vent qui s'engouffre dans les ravines, tout cela possède une logique, une harmonie, que je n'ai jamais trouvée dans les villes. Il est des temps plus proches où j'espérais beaucoup plus de la vie moderne, mais je me suis rendu compte que c'était un piège. Le bruit constant, les lumières qui ne s'éteignent jamais, le plaisir immédiat qui ne vaut souvent pas plus qu'un verre de flotte, tout cela vont provoquer une fatigue mentale, une sensation d'étilement. Et chez moi, les plantes ont maudit qu'on vieillit que mes yeux, parfois plus vite que ma barbe. Mon enfance a été simple, trop simple pour certains, mais elle a forgé l'homme que je suis devenu. Mes parents étaient de bonnes personnes, pas riches, loin de là, mais généreuses, travailleuses. Du genre à me préparer un sandwich même s'ils n'avaient pas de quoi s'offrir un déjeuner à eux-mêmes. Les vacances, pas de plage paradisiaque, pas de grands hôtels. Pour nous, c'était une vieille tente cabossée, un sac de marshmallows acheté au rabais et un seul jean porté toute la semaine. Mais je n'échangerai pas ces souvenirs contre tout l'or du monde. Parce que c'était là, autour de ces feux de camp, que je vivais les meilleurs instants de mon existence. Je revois encore les flammes crépitantes, projetant leur lumière vacillante sur le visage fatigué, mais heureux de ma mère. Elle faisait griller ce que mon père ramenait du lac au petit matin. Des bluegills, la plupart du temps. Des poissons que mon père jugeait affreux à regarder, mais délicieux à manger. On s'asseyait sur des troncs renversés, et on savourait nos marshmallows brûlants, si collants qu'ils se collaient aux doigts pire que du chewing-gum. Et au-dessus de nos têtes, les étoiles. Un spectacle grandiose. Un théâtre cosmique qui semblait s'allumer rien que pour nous. Mais mon souvenir préféré de ces étés n'était pas les poissons, ni les marshmallows, ni même les étoiles. C'étaient les expéditions souterraines. Mon père avait une passion secrète, explorer les vieilles mines abandonnées disséminées dans les collines. Certaines étaient scellées, d'autres laissées ouvertes, comme des bouches béantes invitant à l'aventure. Nous ne demandions jamais la permission. Lui apportait quelques lampes torches, un casque en plastique bon marché pour moi, et nous descendions dans ces boyaux obscurs pendant des heures. L'air y était toujours humide, saturé d'une odeur de roches mouillées et de métal rouillé. Je me sentais comme Indiana Jones, sans le fouet ni les rochers géants, mais avec la même exaltation. J'étais ce gamin frêle, les joues salies de poussière, qui suivait son père comme s'il était un héros. Ces étés ont façonné mon identité. Quand d'autres enfants se vantaient de leur Tamagotchi ou de leurs chaussures neuves à l'école, je me contentais de mon sac à dos rafistolé au ruban adhésif et de mes sandwichs emballés dans du papier aluminium. Mais j'avais quelque chose que n'aurait jamais. De vraies histoires. Des aventures gravées dans la pierre et dans ma mémoire. Et même adulte, même après mes années d'études,
Je n'ai jamais réussi à m'en défaire. Le fil de ma vie aurait pu prendre bien des directions. Pourtant, un détour s'est imposé à moi. L'université. J'y ai décroché un diplôme en sciences de l'environnement. Certains pensaient que j'avais enfin choisi la voie de la raison, celle qui me mènerait vers un bureau, une cravate et des débats interminables autour de la préservation des zones humides. Mais moi, je savais que ce n'était qu'une escale, une étape nécessaire avant de revenir là où je me sentais vivant. La plupart de mes camarades rêvaient de carrières prestigieuses. Ils voulaient travailler dans des ONG internationales, rédiger des rapports, voyager de conférence en conférence. Moi, je n'aspirais qu'à retrouver la terre, les arbres et ces ténèbres minérales que j'avais apprises à aimer enfant. Dès mon diplôme en poche, je n'ai pas hésité. J'ai rejoint l'équipe des Rangers. Officiellement, je suis devenu garde forestier, mais pas de ceux qui restent assis sur le perron du bureau d'accueil à distribuer des cartes touristiques. Mon domaine, c'était les entrailles de la montagne. C'est ainsi qu'est né mon surnom, le caveur, le guide des grottes, celui qui mène les groupes, souvent des enfants, parfois leurs familles, dans les tunnels creusés par le temps. J'adorais ça, voir leurs yeux s'arrondir d'émerveillement quand je leur montrais une stalactite, entendre leur rire nerveux quand je lançais une histoire de chauve-souris vampire, et surtout ressentir leur courage vaciller puis se renforcer face à l'inconnu. Au bout de la journée, chacun repartait avec un badge, Junior Caver, preuve symbolique de son initiation à ce monde souterrain. Les parents prenaient des photos, les enfants repartaient avec la sensation d'avoir touché à l'aventure. Et moi, je me retrouvais, pour quelques heures, ce gamin de 10 ans explorant les mines avec son père. 5 étés passés aussi. 5 saisons de poussière, d'échos étranges et de lampes frontales. Et très vite, j'ai connu chaque détour, chaque recoin de ces cavernes comme on connaît les lignes de sa main. Mais si la plupart de ces explorations se passaient sans accroc, il y eut aussi des étés plus troublants, parce que les grottes ont leur propre langage. Elles chuchotent dans le silence, elles enferment des secrets que même nos manuels de biologie n'oseraient évoquer. Et dans ces ténèbres, j'ai vu des choses qui ne figuraient dans aucun rapport officiel, des choses que je n'ai jamais osé raconter à haute voix. Des souvenirs qui, encore aujourd'hui, me donnent froid dans le dos. On dit souvent que la montagne est immuable, que ses entrailles ne changent jamais. Pourtant, certains étés semblent différents, presque décalés. Le premier vrai choc pour moi eut lieu en 2009. Je me souviens de cette année comme si c'était hier. L'air était brûlant, lourd, si bien que la fraîcheur des grottes devenait ma refuge, un sanctuaire. Ce jour-là, j'avais sous ma responsabilité une douzaine de jeunes, la plupart venus de la ville. Des adolescents bruyants, maladroits, qui n'arrêtaient pas de plaisanter pour masquer leur nervosité. Mieux valait les entendre rire que les voir pleurer, pensais-je. Nous étions dans une grotte que je connaissais par cœur, une centaine de fois arpentée sans encombre. Elle possédait un petit pont naturel formé par la roche, une arche banale mais qui servait toujours de repère amusant. Je leur racontais une anecdote, quand soudain, sans prévenir, la pierre céda. Le sol se déroba sous nos pas. Nous chûmes de quelques mètres seulement, 6 ou 7, mais assez pour provoquer la panique. Des pierres roulèrent avec nous et l'une d'elles heurta violemment la jambe d'une jeune fille. Son cri résonna dans toute la caverne, suivi des hurlements affolés du groupe. Mon partenaire Josh appela immédiatement les secours par radio, tandis que je me précipitais vers elle. Son visage était pâle, mais ses yeux accrochaient les miens. Pour éviter qu'elle ne s'évanouisse, je lui parlais, doucement. « Tu as un chien ?» Elle hocha la tête. « Comment s'appelle-t-il ?»« Buddy » souffla-t-elle entre deux respirations. Je lui posai 1000 questions futiles sur son émission préférée, sur ses vacances, et peu à peu, son souffle se calma. C'était une dure à cuire, cette gamine. En moins d'une heure, l'équipe de secours fut là. Son os n'était pas brisé, seulement une grosse contusion. Un soulagement. Mais pendant que nous attendions, coincés tous les deux dans ce recoin sombre, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. C'était cette sensation universelle que tout le monde connaît, mais qu'on n'arrive jamais vraiment à expliquer. Être observé. Pas un vague malaise, pas une simple inquiétude, non. C'était une certitude glaciale. Quelque chose, là-bas, dans l'obscurité, au-delà de notre lumière, avait les yeux fixés sur nous. Et puis je le vis. 2 points rouges, parfaitement ronds, parfaitement immobiles, suspendus dans les ténèbres comme 2 braises ardentes. Ils ne clignaient pas, ne bougeaient pas. Ils attendaient. Je me forçais à détourner l'attention de la fillette, à lui éviter de regarder dans cette direction. Je pressais mes collègues d'accélérer l'évacuation.
Eux crurent que j'étais simplement secoué par l'incident, nerveux à cause de l'effondrement. La vérité, je la gardais pour moi. Quand tout le monde fut remonté, quand la zone fut sécurisée, je décidai de revenir seul. Mauvaise idée, je le savais déjà. Mais je voulais comprendre. Peut-être un animal, peut-être un farceur. L'idée d'un adolescent armé d'une lampe torche me paraissait plus rassurante que ce que mon imagination commençait à inventer. Alors, je descendis de nouveau. Le passage s'étrécissait, m'obligeant à ramper sur le ventre, les coudes drapant contre la pierre. Enfin, le couloir déboucha sur une cavité basse, arrondie, dont le sol était jonqué de gravats. Et dans le coin le plus reculé, je vis une créature. Sa peau était d'une pâleur cadavrique, comme si elle n'avait jamais connu la lumière du jour. Son corps était maigre, noueux, mais d'une force contenue qui transparaissait dans ses muscles tendus. Ses jambes semblaient mal formées, pliées à l'envers, lui donnant une démarche inhumaine. Son dos était courbé, ses mouvements nerveux, saccadés, rappelant les gestes d'un oiseau. Et entre ses doigts crochus, elle tenait la carcasse d'une moufette d'orte. Je la vis arracher un morceau de chair avec des dents acérées, d'une propreté terrifiante. Je restai figé, chaque fibre de mon corps criant de fuir, mais incapable de bouger. Jusqu'à ce qu'elle relève brusquement la tête et que ses yeux, ses deux braises rouges, se fixent sur moi. Je n'attendis pas. Je reculai à quatre pattes, le souffle court jusqu'au pont effondré. Là, j'arrachai les cordes de sécurité et laissai tout s'écrouler derrière moi, comme pour m'assurer qu'aucun retour ne serait possible. À la station, je déclarai que des animaux avaient envahi cette partie de la grotte et que la zone n'était plus sécurisée. On la marqua comme interdite. Je ne parlais jamais de ce que j'avais vu. Pas à Josh, pas aux autres. Mais dans mon fond, une phrase me revenait sans cesse, une vieille phrase de ma mère. Quand j'étais enfant et que je suivais mon père dans les mines, elle nous regardait partir depuis le porche et répétait, les bras croisés, « Vous croyez être seul là-dedans ? Réfléchissez bien !» À l'époque, je pensais qu'elle parlait d'ours ou de chauve-souris. Aujourd'hui, j'en ne suis plus si sûr. Quand on devient un ranger spécialisé dans les cavernes, on ne commence pas directement en explorant les galeries interdites ni en guidant des groupes de touristes impressionnés. Non, les débuts sont bien plus humbles. On passe ses journées à transporter du matériel, à tenir une lampe pour les autres, à apprendre à reconnaître la texture d'une paroi prête à s'effondrer ou la manière dont l'air se déplace au fond d'un couloir aveugle. C'était mon quotidien quand j'étais encore stagiaire. On imagine souvent le caver comme un explorateur sauvage, harnaché de cordes et armé d'une machette. La vérité est tout autre. C'est un métier précis, méthodique, presque scientifique. On cartographie, on prélève des échantillons de roches, on observe la faune souterraine. Les chauves-souris, les champignons, les minéraux, tout est consigné, tout est mesuré. Et moi, j'adorais ça. Le responsable de notre formation, à l'époque, s'appelait Jackson. Un colosse bruyant, toujours prêt à se donner en spectacle. Il avait la manie de se parfumer avec tant de déodorant Axe que l'odeur s'incrustait jusque dans nos casques. J'étais jeune, tout juste sorti de l'université, avide de prouver ma valeur. Alors je me taisais, même quand son comportement me mettait mal à l'aise. Un matin, nous partîmes pour une mission dans une grotte nommée Split Joe, la mâchoire fendue. Son entrée déchiquetée, comme une plaie béante dans la montagne, justifiait son surnom. Elle n'était pas destinée aux touristes, trop reculée, trop dangereuse, trop difficile d'accès. Notre objectif semblait simple, suivre une ligne de faille et relever les dépôts d'humidité. Les premiers mètres se déroulèrent sans incident. Passage étroit, plaques stagnantes, traces laissées par d'anciennes équipes. Puis vint le toboggan d'argile, une descente de 40 pieds, lisse comme une glissade après la pluie. Y descendre fut presque amusant, il suffisait de se laisser porter par la gravité. Mais quand je levai les yeux depuis le bas, un frisson parcourut mon échine. Aucun point d'accroche. Pas de corde, pas de piton, rien. On devrait installer un système pour remonter, suggérai-je. Jackson se contenta de sourire. On improvisera quand il faudra. Je n'insistais pas, mais mon instinct me murmurait que nous venions de commettre une erreur. Un peu plus loin, nous atteignîmes une rivière souterraine. Elle tranchait la cavité comme une cicatrice, large d'une dizaine de pieds seulement, mais rapide, glaciale. Les parois, hautes et lisses, rendaient le franchissement périlleux. Jackson s'approcha du bord, plissant les yeux comme s'il voulait jauger la profondeur. « Tu crois que c'est profond ?» demandai-je.
Un seul moyen de savoir, répondit-il avec un rictus. Il serra les sangles de son sac et avança. J'ai eu à peine le temps de protester. Ce n'est pas de la science, ça. Si, du terrain, rétorqua-t-il. Et il entra dans l'eau. Le courant me heurta comme une bête invisible. Lorsque je le suivis, chaque pas menaçait de m'emporter. Traverser fut un supplice. Je parvins à grimper de l'autre côté, les bras écorchés, les poumons en feu. J'étais encore haletant quand j'entendis un bruit d'éclaboussure derrière moi. Jackson, au milieu du passage, s'était figé, puis d'un coup sec, il disparut sous la surface. Pas comme quelqu'un qui glisse, non, comme quelqu'un qu'on tire violemment vers le fond. « Jackson !» Nous nous précipitâmes à plusieurs pour le ramener. L'eau luttait contre nous, comme si elle refusait de nous le rendre. Quand enfin nous l'arrachâmes à ce courant infernal, son cri glaça mes veines, un hurlement brut, déchirant. Sa jambe droite était ravagée, des écailles profondes parcouraient son mollet et sa cuisse. Mais le pire, c'était son pied. Ses orteils avaient disparu, comme sectionnés net par une mâchoire invisible. Il n'y avait pas eu de sang dans l'eau, pas un remous suspect, rien. Seulement ce silence pesant après. Nous avons bandé sa plaie comme nous pûmes, puis nous entreprîmes le chemin du retour. Chaque pas, chaque mètre gravi le long du toboggan d'argile fut une torture. Mes ongles se brisaient sur la roche humide, mes muscles tremblaient, mais l'adrénaline nous poussait. Nous avons rédigé un rapport, bien sûr, un texte froid, clinique, qui parlait de conditions dangereuses et de terrain instable. La vérité, je la gardais pour moi. Cette eau cachait quelque chose. Un prédateur qui n'avait rien à voir avec des pierres tranchantes. Jackson, lui, ne revient jamais. À peine sorti de l'hôpital, il quitta son poste. Peut-être voulait-il oublier, peut-être n'avait-il pas la force d'affronter à nouveau ce souvenir. Moi, je n'oublierai jamais son cri, jamais cette vision. Parce que les piranhas ne vivent pas dans les montagnes, et parce qu'aucun rocher ne mord ainsi. C'était un après-midi banal. Un de ceux où le travail ressemble plus à une routine qu'à une aventure. J'étais en pleine mission de collecte de données sur une colonie de chauves-souris. Rien d'extraordinaire. Quelques échantillons, des tubes récalcitrants, la lampe frontale qui chauffe le front. J'étais déjà agacé, quand la radio grésilla. « Ryan, ici Linda. On a un problème. » Sa voix, d'ordinaire douce, portait une tension inhabituelle. Je me redressai aussitôt. « Vas-y. » Une fille manque à l'appel. Groupe d'été. Nom, Lacey. Elle portait un t-shirt jaune. La dernière fois qu'on l'a vue, elle se dirigeait vers ton secteur. Un silence lourd s'installa, interrompu seulement par le goutte à goutte de la caverne. « Reçu. Je commence les recherches, » répondis-je. Trouver un enfant, ce n'est pas comme chercher un adulte. Ils ne laissent pas toujours de traces nettes. Ils ne répondent pas forcément aux appels, ou alors ils se terrent volontairement. Leur instinct les pousse à se cacher dans les petits espaces, là où ils se sentent protégés. Quand on cherche un enfant, il faut se mettre dans sa peau. Je scrutais les fissures, les recoins sombres, les couloirs étroits. J'appelais son nom, doucement, presque en chuchotant, pour ne pas la paniquer davantage. Après une vingtaine de minutes, un bruit discret me guida, le filet d'une petite source. Là, je me souvins qu'un ancien boyau s'ouvrait près d'un couloir abandonné, étroit, à peine assez large pour ramper. Je m'y glissai, et à la lumière de ma lampe, je la vis. Lacey, recroquevillée, les genoux contre la poitrine. Son t-shirt jaune éclatait dans l'obscurité comme un soleil perdu. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Ses yeux grands ouverts semblaient attendre. « Salut Lacey, tu veux venir avec moi ?» murmurai-je. Elle hocha simplement la tête et tendit ses bras. Je la pris contre moi, avançant à reculons jusqu'à l'ouverture. Une fois dehors, elle ne me lâcha plus, ses petits doigts cramponnés à mon épaule comme s'ils faisaient partie de mon uniforme. Plus tard, quand elle eut bu un peu d'eau et retrouvé ses camarades, je m'assis près d'elle. « Tu es très courageuse. Tu n'as pas eu peur ?» Elle secoua la tête. Je n'étais pas seul. Je fronçai les sourcils. « Comment ça ? Il y avait un monsieur avant toi. » Mon cœur se serra. « Un monsieur ? Quel genre de monsieur ? » Il avait un manteau long, un casque avec une lampe et une grande barbe. Il m'a dit que tu viendrais me chercher. Je restai figé, incapable de répondre. « Tu es sûr ? » demandai-je enfin. Elle me regarda droit dans les yeux. Il s'appelait Henri.
Je savais qu'aucune équipe de mineurs n'opérait plus dans ces montagnes depuis les années 70, depuis le parc avait été sanctuarisé, les anciennes galeries murées ou effondrées. Comment expliquer sa vision ? Le soir même, je me rendis dans le bureau de Mitch, notre superviseur. Vieil homme taciturne, Rangers depuis plus longtemps que je n'étais en vie. « Mitch, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un mineur nommé Henry ?» Il leva immédiatement les yeux, surpris. « Tu l'as vu ?»« Pas moi. La petite, Lacey. Elle dit qu'elle lui a parlé. » Un long silence suivit. Puis Mitch soupira, s'adossa à sa chaise et pinça l'arête de son nez. « Ouais, ça ressemble bien à lui. » Il se mit à raconter. Dans les années 40 ou 50, une galerie de Saddle Ridge s'était effondrée. 9 mineurs étaient restés coincés. 4 seulement survécurent. Parmi eux, un contremaître, Henry. Un homme sévère, sérieux, toujours avec sa pioche. La légende disait qu'il avait refusé de quitter le site tant que tous ces hommes n'étaient pas sortis. Mais il mourut là-bas, enseveli sous la roche en essayant de les libérer. Depuis, certains rangers juraient l'avoir croisé. Pas menaçant, discret, présent uniquement quand un enfant s'égarait. Toujours le même portrait, casque, barbe, silence rassurant. Ça arrive toutes les 2 ou 3 ans, conclut Mitch. Un enfant perdu, retrouvé près de l'eau, toujours sain et sauf. Et toujours la même histoire. Je ne sus quoi répondre, mais je savais que Lacey n'avait pas inventé. Pas avec ce regard, pas avec cette précision. Depuis ce jour, à chaque fois qu'un enfant disparaît près de Saddle Ridge, je pense à lui. Je fouille les cours d'eau, les passages étroits. Et souvent je les retrouve. Tremblants certes, mais jamais brisés. Tous parlent d'un homme à la barbe épaisse. Parfois quand je passe devant l'ancien puits effondré, je dépose un gobelet de café et un morceau de pain. Une offrande simple, un remerciement silencieux. Je ne sais pas s'il les prend vraiment, mais chaque fois que je reviens, le gobelet est vide. Et dans ces instants, je suis convaincu d'une chose. Henry veille encore. Les années ont passé, mais une certitude s'est imposée. Travailler dans les cavernes, c'est apprendre à vivre avec l'inexplicable. Les grottes ne se contentent pas d'être des trous dans la roche. Elles sont des mondes à part, régis par des règles que nos manuels n'effleurent qu'à peine. Au fil de mes missions, j'ai appris des choses que je n'oublierai jamais. Pas des leçons écrites dans un rapport officiel, mais des vérités gravées dans la pierre et le silence. La première, c'est que les enfants ne vont jamais loin. Quand ils disparaissent, on pourrait croire qu'ils se perdent dans les grandes galeries. Faux. Leur instinct les pousse vers les recoins étroits, les fissures où un adulte ne songerait même pas à chercher. Ils veulent se sentir entourés, protégés par la roche comme dans un cocon. C'est toujours là que je commence mes recherches. Et 9 fois sur 10, c'est là que je les retrouve. La deuxième leçon, dans une grotte, l'eau n'est jamais seulement de l'eau. Elle peut paraître limpide, paisible, mais elle cache des forces invisibles. Courants imprévisibles, gouffres profonds, et parfois des choses qui ne devraient pas exister. Depuis l'accident de Jackson, chaque fois que je vois une rivière souterraine, j'ai le cœur qui se serre. J'avance, mais avec la méfiance de celui qui sait qu'un prédateur peut rôder juste sous la surface. La troisième, il y a des créatures qu'aucun guide ne mentionnera jamais. Des bêtes qui ne ressemblent à rien de connu, comme celles que j'ai vues pâles et voûtées dans ce boyau effondré. Les manuels parlent de chauves-souris, d'insectes cavernicoles, de rats. Mais aucun de ces livres n'évoque les yeux rouges qui vous fixent dans le noir, ni les silhouettes qui se nourrissent de charognes au plus profond de la roche. La quatrième, les bruits ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. On dit souvent que le vent joue des tours, qu'il s'engouffre et résonne comme une plainte. Mais après des centaines d'heures passées sous terre, je sais reconnaître le souffle d'un courant d'air. Et parfois ce que j'entends n'a rien à voir avec ça. Pas du vent, pas du tout. Et puis, il y a cette dernière vérité, plus lourde que toutes les autres. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Que ce soit la présence hostile que j'ai sentie en 2009 ou l'ombre bienveillante de Henry qui veille sur les enfants, quelque chose habite ces profondeurs, quelque chose d'ancien. Je ne prétends pas avoir de théorie, je ne cherche pas à expliquer.
Les années m'ont appris qu'il est vain de vouloir rationaliser ce qui dépasse notre compréhension. Nous, les rangers, nous apprenons à nous adapter, à contourner ce qui défie la logique. Je repense souvent à ma mère, répétant cette phrase avant que mon père et moi ne partions dans les mines. « Vous croyez être seul là-dessous ? Réfléchissez bien. » Elle avait raison. Et vous savez quoi ? C'est justement cette incertitude, cette peur sourde mêlée de fascination qui m'attire toujours vers les grottes. Elles sont dangereuses, hostiles parfois, mais elles recèlent aussi une beauté brute, des cristaux qui captent la lumière comme des lanternes, des bassins lisses comme du verre, des chauves-souris qui virevoltent en silence parfait, des choses que la plupart des gens ne verront jamais. C'est ça la vraie dualité. L'horreur et la splendeur entremêlées dans la même obscurité. Et si vous êtes encore là à frissonner avec moi dans ces tunnels d'encre, laissez-moi vous dire une chose. Il existe d'autres récits, bien plus sombres encore. Alors si vous aimez ces histoires vraies qui se transforment en cauchemars, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. L'automne dernier, j'ai reçu une promotion. Rien d'extravagant, juste un nouveau titre, Field Lead. En clair, je suis désormais chef d'équipe sur le terrain. Un salaire un peu plus élevé, une responsabilité accrue, mais toujours les mêmes bottes pleines de boue et les mêmes ongles noircis par la roche. La plus grande différence ? Le luxe d'un petit rituel matinal. Fini le bœuf séché avalé à la hâte. Désormais, certains matins, je m'offre le plaisir simple mais royal de faire frire du bacon dans ma poêle cabossée. Rien que pour ce parfum, pour ce croustillant, je pourrais dire que ces années d'effort valaient la peine. Bien sûr, j'ai toujours un paquet de jerky dans la boîte à gants de mon vieux pick-up, par habitude. Mais il n'a plus la même saveur. Une fois qu'on a goûté à la victoire, même une victoire sous la forme de bacon croustillant, difficile de revenir en arrière. Mon rôle a changé. Je ne suis plus le bleu qu'on envoie ramper dans chaque couloir boueux. J'ai désormais le choix de mes missions, la liberté de planifier mes recherches pendant les saisons creuses. L'hiver, il n'y a pas de groupe scolaire à encadrer, pas de cris d'enfants à calmer. Seulement moi, la montagne et une liste interminable de données à récolter. Qualité de l'eau, variation minérale, suivi des populations de chauves-souris. Ça peut paraître ennuyeux dit comme ça, mais il y a une certaine paix dans cette routine. Lever du soleil, équipement, marche, prélèvement, notes, retour avant la nuit. Un cycle immuable. Pourtant, au cœur de cette régularité, une constante demeure, une habitude que je n'ai jamais abandonnée, les offrandes à Henri. Pas toutes les semaines, mais assez souvent pour que ça devienne presque un pacte silencieux. Une tasse de café fumant posée sur une pierre, un morceau de pain plié dans une serviette. Je laisse l'offrande près de l'ancien puits effondré de Saddle Ridge. Quand je reviens, les animaux n'y ont jamais touché, mais la tasse est toujours vide. Alors je continue. Non pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais parce que ça me semble juste. Parce que, d'une certaine manière, Henri fait partie de cette montagne tout autant que moi. Peut-être plus encore. Avec le temps, j'ai appris à accepter cette coexistence. Il y a des présences bienveillantes, comme celle de Henri, et d'autres plus obscures. J'ai vu des choses que je n'ai jamais racontées dans mes rapports. Des formes trop rapides pour être humaines, des griffures sur la roche que aucun utilisable n'aurait pu laisser, des échos qui semblent murmurer des mots qu'on n'ose pas écouter. Mais malgré tout, je reviens, toujours, parce que c'est ça mon travail. Parce que, au bout de la peur, il y a aussi la beauté, les cristaux qui brillent comme des lanternes, les bassins si calmes qu'ils ressemblent à des miroirs, la danse silencieuse des chauves-souris. Et puis, il y a ce moment unique, ce cadeau secret que seuls les explorateurs connaissent, la sortie. Remonter après des heures passées sous terre, se redresser enfin, sentir l'air libre sur sa peau, lever les yeux et voir le ciel éclater de milliers d'étoiles. Rien ne peut égaler cette vision. Voilà pourquoi je continue malgré les blessures, malgré les ombres. Parce que ce métier, ce n'est pas seulement descendre dans la ténèbre, c'est aussi revenir à la surface. C'est aussi être celui qui retrouve un enfant et le ramène à la lumière. Alors, oui, certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais tant que je peux me relever, enfiler mes gants et retourner dans la montagne,
je sais que je suis exactement là où je dois être. Et si vous, qui écoutez cette histoire, voulez continuer à explorer ces ténèbres avec moi, sachez qu'il reste bien des secrets enfouis sous la roche. Alors ne manquez pas la suite. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, car certaines vérités ne se murmurent qu'à ceux qui osent rester dans le noir. Les grottes ne sont pas seulement des lieux de pierre et d'ombre. Elles sont des miroirs. Quand vous entrez dans leurs entrailles, elles ne vous reflètent pas comme le ferait une glace claire et polie, mais comme une surface d'eau sombre où se dessinent vos peurs les plus anciennes. J'ai appris au fil des années que ce travail n'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup fuient après leur première mission difficile. Certains se brisent, incapables de supporter le poids du silence ou la certitude qu'ils ne sont pas seuls sous terre. Et pourtant, il reste toujours quelques-uns qui continuent, comme moi. Peut-être parce que nous avons besoin de cette confrontation, peut-être parce qu'au fond, nous savons que, si nous partons, les ténèbres gagneront du terrain. J'ai vu des enfants perdus revenir indemnes, guidés par un mineur mort depuis des décennies. J'ai vu des rivières dévorer des hommes sans laisser de traces. J'ai vu des créatures que je n'aurais jamais cru possibles, tapies dans l'ombre, aux yeux rougeoyants comme des braises maudites. Et malgré tout, j'y retourne, parce qu'au bout de chaque tunnel, il y a une sortie. Parce qu'après chaque descente, il y a le retour à la surface, le ciel immense et les étoiles qui vous rappellent que le monde est plus vaste que vos cauchemars. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne prétends pas être un héros. Je suis simplement un homme qui a choisi d'affronter ce qui se cache sous nos pieds. Alors, si un jour vous entendez parler de moi, rappelez-vous ceci. Je ne suis pas un téméraire, je ne suis pas un fou, je suis un cavère, un explorateur des ténèbres. Et ce monde souterrain, avec ses monstres comme avec ses miracles, fait partie de moi autant que je fais partie de lui. Peut-être qu'un jour, Henri cessera d'apparaître. Peut-être qu'un jour, les grottes avaleront plus qu'elles ne rendront. Mais d'ici là, je continuerai, parce que c'est mon rôle, parce que c'est ma vie. Et vous qui écoutez cette histoire, si vous avez ressenti ce frisson glacé dans le dos, si vous avez eu l'impression que quelqu'un vous observait dans l'obscurité de votre chambre, alors, sachez une chose, les ténèbres ne dorment jamais. Pour ne rien manquer des prochains récits, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Parce que ce que je vous ai raconté n'est qu'un début. Il y a encore d'autres histoires, d'autres vérités, d'autres cauchemars. Imaginez un tunnel étroit, les parois humides, la lampe frontale qui clignote. Vous rampez, le souffle court, et soudain, vous levez la tête. 2 yeux rouges vous fixent dans le noir. C'est ça, le prix des ténèbres.